Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi matin et que le week-end a été agréable. On fêtera un anniversaire ce matin, dites donc, avec Maître Geoffroy Monnet. Bienvenue à vous. Bonjour Laurent. Bonjour. Quel anniversaire fêtera-t-on, dites-moi? Celui du Pax. Celui du Pax, quel âge a-t-il? 20 ans déjà, on ne se rend pas compte, ça passe si vite. Et alors, ce sera l'objet de votre chronique? Oui, je vous propose un tour d'horizon des différences entre Pax et mariage. Pour ceux qui se posent la question de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire du Pax au mariage, ça donnera des éléments de réponse. Parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure. Erwan Le Gall, bienvenue à vous également. Vous êtes historien, on vous connaît bien. Et avec vous, on ne fêtera pas un anniversaire, mais une grande première plutôt. Ouais, fêter un cycle de conférences qui aura lieu sur toute l'année 2019-2020, qui est organisé par Bretagne Culture Diversité et qui envisagera les âges d'or de la Bretagne avec un premier épisode qui aura lieu jeudi prochain sur le mégalithisme, qui est un champ historiographique en plein renouveau. Et on a hâte de vous entendre. Merci. Aujourd'hui, nous traiterons d'un véritable sujet de société également, les jeunes et les contenus pornographiques. Comment parler de sexualité aux enfants et aux adolescents exposés de plus en plus jeunes à des images non appropriées pour leur âge. Ce sera tout l'objet de la discussion que nous aurons avec le docteur Abando, médecin psychiatre. Autre sujet tabou, le deuil, un thème rarement évoqué, si ce n'est dans des conférences dédiées. Le collectif Vivre son deuil en Bretagne a eu, lui, l'idée d'utiliser les supports artistiques pour aborder ce sujet délicat. Et ça passe par le théâtre, la sculpture, la peinture, le chant ou bien encore le cinéma. Nous verrons cela. Et puis nous recevrons la réalisatrice Brigitte Chevet, dont le documentaire inédit « À vous de juger » sera diffusé ce soir sur notre antenne. Elle a suivi 10 anciens jurés d'assises qui racontent cette expérience qui les a bouleversés en profondeur. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Et ce matin, vous voyez, c'est un petit chien. Voilà, bienvenue à vous tous ce lundi matin. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez tous le sourire, ça fait plaisir. Voilà. On va aborder un sujet de société et je vous propose tout de suite une petite introduction en images. Je suis sûre que Thomas regarde des films porno. Oh, on a tous fait ça à son âge. Peut-être, mais le souci, c'est que nos enfants ont accès de plus en plus tôt au porno. Aujourd'hui, la moitié des ados entre 15 et 17 ans déclarent avoir déjà surfé sur des sites pornographiques. Ils étaient seulement 37% en 2013. Et quand on commence, on ne s'arrête pas. 21% des jeunes de 14 à 24 ans en consomment au moins une fois par semaine. Le problème, c'est que le porno offre une image de la sexualité qui n'est pas réelle. Il valorise la performance et met souvent la femme dans une situation de soumission et dégradante. Inquiétant quand on sait que 44% des ados tentent de reproduire les scènes qu'ils ont vues. Et même catastrophique quand ces scènes sont vues par de jeunes enfants. Ils peuvent être durablement perturbés. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le smartphone qui est le plus utilisé pour regarder des films X. Les parents, pas de panique. Comme sur l'ordinateur, vous pouvez installer des logiciels de contrôle parental. Et dites-vous qu'à partir de 12-13 ans, il est normal de s'intéresser à la sexualité. Parlez-en avec eux, ne vous immiscez pas dans leur intimité, mais faites-leur comprendre que le porno, c'est pas la norme. Et pour aller plus loin sur cette thématique, Marlène Abando, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre Oui, à Rennes. Est-ce que vous avez d'abord une petite réaction à ce qui vient d'être présenté dans ce reportage? C'est toujours intéressant de traduire la réalité en chiffres. Et dans ma pratique, elle est... Oui, ça correspond tout à fait. Voilà, que ça peut être un problème, notamment pour les parents. Je vous propose qu'on écoute justement, c'est une bonne base, le témoignage d'un papa. Il s'appelle Christian, c'est un de nos téléspectateurs. Je vous laisserai répondre après. Bonjour, je suis le papa d'un petit garçon de 11 ans qui est très souvent sur son ordinateur. On est très préoccupé par les images pornographiques qui circulent sur les réseaux sociaux. On a mis quelques règles en place à la maison pour éviter qu'il puisse être confronté à ce type de documents. La porte de la chambre ouverte, pas d'ordinateur au coucher, le contrôle parental, mais est-ce suffisant? De plus, lorsqu'il est à l'école avec ses copains en récréation sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils peuvent regarder? On ne peut rien contrôler. Voilà, je cherche quelques solutions que je pourrais mettre en œuvre pour éviter qu'il soit confronté à ce genre d'image. C'est bien trop tôt par rapport à son âge. Voilà, merci. Voilà, merci Christian. Alors on le voit, c'est assez compliqué finalement de gérer ce type de situation. Vous conseilleriez quoi à Christian, docteur Abando?
Alors, je trouve déjà que le contrôle parental, c'est très bien, mais il a des limites parce qu'on ne peut l'exercer que sur les appareils que les parents fournissent eux-mêmes. Mais comme ce papa disait, à l'école, il n'a aucun contrôle. Alors, il a été montré que la meilleure protection, c'est apporter des informations pertinentes aux enfants sur ce qu'est la sexualité, ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité ou sur la sexualité, après tout dépend, mais il faut bien entendre qu'il ne s'agit pas de sexualité comprise comme les adultes l'entendent. Il s'agit de la sexualité comme une fonction humaine, une fonction qui se développe dès la naissance et qui va subir les impacts de l'environnement dans lequel elle se développe. Bien entendu. Alors, vous dites qu'en fait, l'impact de ces contenus pornographiques aura justement un effet différent sur les enfants qui auront eu un dialogue avec leurs parents, finalement, en amont. En amont, oui, parce que ça sujet-là. permet aux enfants de construire un référentiel beaucoup plus approprié, avec des informations beaucoup plus pertinentes, des informations réalistes, ce qui leur permettra d'exercer leur esprit critique, de pouvoir se mettre en recul. Ça permettra aussi, lorsqu'un parent discute de manière franche de tout ce qui concerne la sphère de la psychosexualité, ça permettra aussi à l'enfant implicitement de comprendre que la parole est libre à la maison. Donc, même s'il venait à être confronté à des images sexuellement explicites qui peuvent éventuellement le choquer, il se sentira libre de pouvoir l'évoquer à la maison parce qu'il saura qu'il pourra trouver une écoute attentive auprès de ses parents. Donc, il aura moins de clichés en tête. Voilà, le but, c'est que justement, il puisse pouvoir verbaliser ce qu'on appelle, nous, des scripts acquis. Pour pouvoir être confronté à un adulte qui a des bonnes informations, encore faut-il que l'adulte ait de bonnes informations, afin de pouvoir déconstruire d'éventuelles attitudes erronées ou croyances erronées que l'enfant peut acquérir. À partir de quel âge peut-on parler de sexualité avec ses enfants ? Enfin, quand on dit sexualité, c'est comme vous l'entendez, au sens très très large finalement. Voilà, au sens du développement, je pourrais dire que c'est dès que l'enfant naît, notamment, devient un animal social. Je donne toujours l'exemple du fait qu'un enfant de 2 ans qui sort de la salle de bain tout nu en courant et qui arrive au salon lorsqu'il y a des invités, tout le monde sourit avec attendrissement. Ah ben voilà. Mais quand il a 7 ans et qu'il se balade tout nu auprès des invités, bon, on fronce les sourcils parce qu'on trouve que ce n'est pas normal. Là, pouvoir expliquer à cet enfant de 7 ans pour quelles raisons on ne peut pas se balader tout nu devant des personnes, c'est déjà parler de sexualité. Parce que la sexualité n'est pas seulement l'aspect mécanique, technique, c'est tout ce qui va être important pour qu'elle soit la plus épanouissante pour le futur adulte. C'est la question de savoir réguler ses émotions, la question de savoir différer la satisfaction de son désir, la question du respect de soi, du respect d'autrui, la question de la tolérance, du consentement. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de la sexualité telle qu'on l'entend et telle que véhiculent les contenus sexuellement explicites qui se basent essentiellement sur la mécanique et la technique. D'accord. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des livres, par exemple, justement pour commencer assez tôt à parler de sexualité avec ses enfants ? C'est ce que je conseille aux parents qui se sentent mal à l'aise à l'idée de discuter de sexualité avec leur enfant. Il y a de très bons livres qui sont faits, qui permettent d'être un média que l'enfant et le parent peuvent partager. Par exemple, pour un enfant de 11 ans comme celui dont parle le papa à la question posée, par exemple, le zizi sexuel de Titeuf, il est très bien fait, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la sexualité, comme je dis, mécanique, technique, mais il s'agit aussi de la question de la tolérance, du consentement, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça permet à l'enfant d'acquérir des informations les plus pertinentes qui vont lui permettre de résister à l'impact éventuellement négatif de la pornographie. Voilà, ce que vous disiez, l'impact de ce type d'image peut être assez négatif, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, donc en termes de sexualité. Vous constatez, vous, de plus en plus dans votre cabinet, et ça vous inquiète un petit peu, une sexualité adolescente assez mécanique. Qu'entendez-vous par là, en fait ? Mécanique, parce qu'en fait, alors, nous tous, les êtres humains, on fonctionne selon des référentiels que nous acquérons de par nos expériences et parce qu'on nous enseigne. En termes de sexualité, les adolescents se retrouvent avec la première source d'acquisition de nouveaux scripts, en tout cas de scripts qu'ils ne connaissent pas, c'est la pornographie. Donc, évidemment... Donc, ils essaient de reproduire un scénario qu'ils ont vu dans ces types de films. Alors, oui, on peut parler de reproduction, mais disons que c'est le seul référentiel qu'ils ont. Donc, pour eux, ça peut paraître
normal. Justement, c'est ça en fait le côté insidieux de la pornographie, c'est de normaliser des comportements qui finalement sont irréalistes, qui finalement sont assez appauvris parce que ne rendent pas compte de toute la richesse que comporte justement la fonction sexuelle humaine. Donc ces adolescents essayent de reproduire cela et évidemment peuvent se retrouver en difficulté, notamment relativement aux stéréotypes de genre, où les adolescents pensent que c'est de telle façon qu'il faut pouvoir se comporter lorsqu'on est en contact avec son copain. Et évidemment, pareil pour les garçons, ça pose la question de ce qu'ils entendent par préliminaire, ça pose la question de voilà, ils sont beaucoup dans la technique et on se retrouve avec la tendresse une sexualité désaffectivée, c'est-à-dire la tendresse n'existe pas. Enfin, elle est voilà, séparée. En fait, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre d'une part la sexualité de performance technique d'un côté, et puis de l'autre côté tout ce qui va être l'affection, la tendresse, mais qui est dissocié du côté mécanique. Donc on peut se tenir par la main, s'embrasser, etc. Ça, c'est de l'affection, mais lorsqu'on se retrouve ensemble pour avoir un contact sexuel, on pourrait être plutôt dans quelque chose de mécanique. Ça peut être problématique, oui. Et je vais vous demander les uns les autres, est-ce que ça vous surprend ce que dit le docteur Abondo justement sur cette... Brigitte, vous avez suivi pas mal de jeunes. Oui, non, moi, en tant que parent aussi, d'enfants, je me dis, c'est pas toujours facile d'aborder ces sujets-là parce qu'on touche à l'intime, et notamment à l'âge où ils commencent à s'y intéresser vraiment, vers 14-15 ans. Ouais. Et je trouve que d'autres adultes référents qui peuvent intervenir auprès de nos jeunes, ça peut être bien aussi, et notamment au collège, parce que c'est l'âge un peu... Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On peut faire une éducation de la pornographie au collège, parce que c'est encore assez tabou dans l'éducation nationale. Moi, je ne parlerai pas d'éducation sur la pornographie. Je parlerai d'éducation sur la sexualité de manière générale et de par là évoquer les différentes formes dans lesquelles et pouvoir déconstruire ce qu'on va appeler la pornographie, notamment relativement à ce qu'ils voient. Et puis, je peux revenir sur un thème que vous disiez que ça touche à l'intime. Je trouve que l'intime, justement, l'intimité, ça fait partie des tâches qu'a un parent lorsqu'il élève son enfant. C'est-à-dire, il va lui apprendre ce que c'est que l'intimité. Donc, s'il ne peut pas, s'il s'interdit d'évoquer tout ce qui a trait à l'intime pour lui apprendre justement à construire l'intime, donc il se coupe d'une certaine forme d'éducation et de... Alors, intimité ne veut pas dire intrusion. Parler de la sexualité à mon garçon adolescent ne veut pas dire que je fasse intrusion dans son intimité. C'est justement lui donner toutes les clés pour qu'il ait une intimité la plus appropriée, la plus satisfaisante possible. Donc c'est là la différence à faire. Non. Oui. C'est pas évident. Huguette, vous vouliez réagir? Oui, non, moi ça m'amène aussi à la question de la liberté, parce que vous disiez reproduire mécaniquement, mais qu'est-ce que l'un attend de l'autre et qu'est-ce que l'autre attend de l'un? Et je pense que apprendre aussi aux jeunes qu'ils peuvent dire non dans certaines circonstances, justement. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'à cet âge-là, l'adolescence, c'est ce qu'on va appeler l'âge du groupe social. Voilà. L'influence des pairs et la nécessité d'appartenance est très importante. Donc, c'est difficile pour un jeune de s'opposer à la pression sociale, à la pression de ses pairs. Donc, c'est pour ça aussi que c'est si compliqué la question du consentement. Et c'est pour ça que c'est si compliqué la question du regret, notamment après certaines choses. Parce que quand vous demandez à une adolescente ou à un ado pour quelles raisons, d'ailleurs, ils doutent après s'ils savent plus trop s'ils ont dit oui ou pas oui. Mais si je disais non, il allait peut-être me laisser tomber, ou est-ce que il allait penser que je ne suis pas cool. Donc, ils sont dans des faux self, des comportements d'assurance, en fait, qui recouvrent une insécurité fondamentale. Ouais. Merci beaucoup, docteur Abondo, pour tous ces éclairages. C'est un sujet duquel on parlerait pas très longtemps, évidemment, comme un autre sujet, d'ailleurs, un autre sujet tabou, si on veut appeler ça comme ça, le deuil. Comment en parler? Justement, vous êtes là pour ça ce matin, Huguette Le Gall. On va évoquer des pistes, justement, à explorer avec vous pour aborder cette thématique. Vous êtes membre du collectif Vivre son deuil Bretagne et présidente de la Maison associative de la santé de Rennes. Quels sont les objectifs de ce collectif, d'abord? Présentez-le nous, si vous voulez bien. Les objectifs, c'est justement un peu comme la notion de la sexualité, et la mort et le deuil sont des sujets qu'on peut évoquer.
Alors c'est vrai que pour le coup, il existe en France des associations qui s'appellent Vivre sans deuil, et en Bretagne, on n'a pas voulu recréer une association, mais mutualiser avec les associations qui accompagnent déjà, et on s'est proposé depuis déjà 2002 de faire ce qu'on appelle le cycle La mort en représentation, avec l'idée d'aller à la rencontre de tous les publics à travers, vous disiez, le film, le conte, pour essayer d'en parler et surtout d'ouvrir des espaces de parole. Alors pourquoi justement le support artistique est-il si intéressant pour évoquer le deuil ? Parce que traditionnellement, on était plus avant peut-être dans des conférences et puis dans des accompagnements, puisqu'on rencontre quand même réellement des personnes. Quand je dis les personnes en deuil, c'est de l'enfant à la personne très âgée. Tout un chacun peut être dans la situation de deuil. Et le deuil, c'est pas une maladie. Et le fait d'avoir un support artistique, ça libère la parole. Parce que ça met un peu à distance par rapport à ce que les gens vivent concrètement dans l'accompagnement. Et puis, ça permet à des personnes de venir voir un film ou écouter un conte, alors qu'ils ne sont pas forcément en deuil. Mais on se rend compte quand même que ça ramène souvent des choses de l'histoire. Et donc, traditionnellement, c'est vrai qu'on est sur le mois aussi d'octobre et novembre, parce que culturellement, quand même, de la Toussaint, voilà, bien entendu. au-delà de toutes les croyances, les cimetières sont quand même un peu plus fleuris à ce moment-là. Alors justement, ce programme, vous en parliez. Que va-t-on y trouver dans ce programme La mort en représentation ? Alors, on a donc des contes, notamment à la Guerche de Bretagne. On a, hier soir, on était à Bru pour le film, je ne sais pas si vous avez vu, mais Je choisis de vivre. Magnifique. Ce soir, on y va à Saint-Malo pour ça, parce qu'après le film, il y a donc un échange. Un débat, oui. Il y a aussi, on a eu du théâtre avec un papa qui a mis en scène le vécu des 10 jours de son enfant. Donc là, on touchait le deuil périnatal. On a aussi un café deuil. C'est aussi une autre manière d'aller rencontrer les personnes. Ça, ce sera le jeudi 17 octobre. Hein. Voilà, des expositions de peinture. On peut tout inventer, en fait. Et un temps de mémoire dans les crématoriums également. Alors, oui, ça, c'est intéressant parce qu'au niveau culture, en Bretagne, le temps de la Toussaint est quand même... Et il n'y avait rien dans les crématoriums. Donc là, systématiquement, il y a un temps de mémoire qui a été initié d'ailleurs à Montfort, en Ille-et-Vilaine le premier. Maintenant, c'est un peu généralisé en France. Et là, les associations ont une parole, soit sous forme de témoignage, et puis surtout de présence. Et de dire qu'on peut parler de la mort et du deuil sans mourir tout de suite, quoi. Oui. Ça fait, voilà, longtemps. Vous dites que l'injonction au bonheur aujourd'hui, finalement, qu'on constate un peu partout, dans tous les pans de la société, ça occulte la question de la mort. Oui, parce que souvent, et on en parlait tout à l'heure, quand les gens vont à 3 jours pour être, voilà, pour les obsèques, mais très souvent, les gens nous disent après, on n'ose pas parler de l'autre, et pourtant, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on nous parle de notre enfant, de notre autre, de notre parent, de notre collègue, parce qu'il y a aussi les difficultés dans les entreprises, on est demandé pour accompagner, et en fait, disons que c'est plus sympathique de voir quelqu'un qui sourit et c'est difficile d'aborder quelqu'un en peine. Et d'un autre côté, si on n'en parle pas, ça finit par s'enquister et nous rencontrons aussi des gens très âgés qui nous racontent des deuils qui n'ont jamais été, on va dire, élaborés, enfin qui n'ont pas pu en parler. Et qui ressortent du coup à cette occasion. Oui. Alors vous dites, se pencher sur la mort, c'est la mort des autres, mais c'est aussi sa propre mort. Ça, c'est des questionnements qui remontent aussi dans ce type de programmation, hein, forcément. Oui, mais il faut dire aussi que nous, les accompagnants, nous avons peut-être une grande chance, c'est qu'avant de devenir accompagnants pour des personnes en deuil, nous avons une formation qui fait que nous nous interrogeons sur notre propre rapport à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on est plus à l'aise et qu'on en sait plus, mais ça veut dire qu'on est peut-être prêt à l'écoute. Et parce que quand on entend un parent, quand on entend des gens, je pense à hier soir, des témoignages forts, qui nous disent des choses difficiles, il faut que nous, on puisse aussi avoir cette distance-là pour ne pas être envahis. Sinon, on ne va plus être aidant, ni soutenant. Je vais me tourner vers Geoffroy Aymonnet. Vous êtes notaire. La mort, c'est une question... Est-ce qu'on l'évoque facilement ? On l'évoque finalement assez facilement. Ah oui. C'est vrai que c'est d'un point de vue très technique. C'est pas un point de vue forcément... on n'est pas dans l'émotion, on essaie en tout cas d'en parler très simplement et les gens sont tout à fait réceptifs. Ils viennent d'ailleurs nous poser des questions qui tournent autour de ça puisqu'on vient leur apporter des réponses techniques à une protection juridique à laquelle ils ont droit
à leur décès. Donc on en parle à des gens qui ont 20 ans et on en parle à des gens qui ont 80 ans. Donc vraiment, ça se fait assez naturellement et c'est le quotidien du notaire. Et nous avons régulièrement aussi des actions avec la CARSAT, où on parle donc de la mort, du deuil, où nous intervenons en tant qu'association. Il y a toujours un notaire qui vient expliquer aussi les difficultés de succession. Oui. Mais à ce moment-là, souvent, ça revient. Le risque, c'est l'explosion de la famille, quelquefois, ou au contraire, le resserrement. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Absolument. Ça impacte toute la famille, Oui. ces questions-là. Oui. On va rester justement dans le domaine de la famille avec vous, Maître Monet. On va voir avec vous comment passer du PACS au mariage, une autre étape de la vie, une autre étape importante. Oui, alors le PACS ou le mariage, il faut savoir d'abord qu'il y a quasiment aujourd'hui autant de PACS qu'il y a de mariages. Et les courbes tendent à se rapprocher. Dans quelques années, je pense qu'il y aura vraiment autant de PACS, voire plus. Donc le PACS fête ses 20 ans, vous l'avez dit. Oui, c'est ça, 20 ans. C'était un pari en 99, finalement. Oui. Personne ne pensait Honnêtement, que ça... les chiffres, lorsqu'on se documente un petit peu, les chiffres sont bien supérieurs en termes de volume de PACS à ce qui était attendu lorsque le PACS était mis en place à la fin des années 90. Alors, qu'est-ce qui les différencie tous les deux ? On va rentrer dans le concret. On parlait du décès. C'est vrai que si on reste sur cette thématique-là, en matière de protection au décès, il y a quand même des différences assez notables. Prenez les couples mariés. Les couples mariés ont une sorte d'héritage automatique. C'est-à-dire que le survivant va pouvoir, notamment et même en présence d'enfants, il va pouvoir rester en jouissance de tout le patrimoine. On appelle ça, nous, l'usufruit, mais c'est finalement très simple, c'est la jouissance de tout le patrimoine jusqu'à son décès. En matière de PACS, rien n'a été prévu par la loi. Il faut faire un testament spécifiquement pour les partenaires pacsés. Donc c'est un testament qui est fait à l'initiative souvent du notaire, sur les conseils en matière de rédaction du notaire. Et même avec ce testament, la protection ne sera jamais égale à celle qu'auront les couples mariés, notamment en présence d'enfants. Ça, il faut le savoir. Le mariage est vraiment plus protecteur que le PACS ? Oui. Notamment en présence d'enfants. C'est beaucoup plus confortable pour un conjoint survivant marié que pour un partenaire survivant qui était donc soumis au PACS. D'accord. Alors, autre différence, se marier permet d'adopter un régime matrimonial adapté à sa situation personnelle. Il y a plus de possibilités. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pacsé, aujourd'hui, lorsqu'on se paxe, par défaut, la loi vous prévoit un régime de séparation des biens, c'est-à-dire un régime d'indépendance des patrimoines. Chacun reste propriétaire de ses biens, de ses économies, peut investir individuellement. Rien n'empêche le couple, bien sûr, et c'est souvent le cas lorsqu'ils achètent un bien immobilier, d'acheter à deux, c'est-à-dire que les pacsés achètent souvent à deux quand même, mais ils sont par défaut en séparation de biens et ils peuvent, à titre optionnel, choisir un régime plus communautaire. Pour les couples mariés, il y a beaucoup plus de possibilités puisqu'il y a beaucoup de contrats de mariage possibles pour adapter leur vie et leur patrimoine à leur vie économique. Donc ils peuvent vraiment demander plus de détails, plus de subtilité dans leur régime matrimonial. Donc vraiment plus personnalisé. C'est plus personnalisé. Ouais. Alors en revanche, la séparation, est-ce qu'elle est plus difficile si l'on est marié ? Alors c'est vrai que là, il y a une différence notable, c'est que le PACS, on se PACS très facilement. Il faut rappeler aujourd'hui que c'est en mairie qu'on se PACS depuis 2 ans, puisqu'avant c'était au tribunal. Il y a toujours la voie notariale qui est également possible. Et on se dépaxe très facilement aussi. Je dirais qu'en 1 semaine, l'affaire peut être réglée soit à 2, rupture conjointe, soit unilatéralement avec un formalisme à respecter, mais on peut être dépaxé très vite. Alors que pour les mariés, la fin du mariage, c'est le divorce, ou c'est le décès, mais en tout cas pour parler de la désunion, c'est le divorce. Et le divorce, il y aura forcément intervention d'avocat. Donc c'est une procédure qui est plus longue, même si aujourd'hui on parle du divorce sans juge, la procédure est forcément plus longue qu'un PACS. C'est un peu plus coûteux, bien sûr, aussi, puisque le PACS, c'est gratuit, de rompre son PACS. Mais il faut quand même dire que le divorce apporte une protection aux époux, puisque le divorce permet à chacun de faire valoir ses droits. C'est plus équilibré. Donc, de ce point de vue, le divorce a tendance à plutôt protéger l'époux le plus faible, et en tout cas à bien vérifier qu'il n'y ait pas un abus de l'un sur l'autre. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à effectuer si l'on souhaite passer du PACS au mariage ? C'est finalement très simple. Les gens qui vont en mairie pour se marier, pas que je connaisse l'erreur, puisque les gens qui vont en mairie pour se marier auront une rupture de PACS automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une démarche préalable. D'accord. La mairie va simplement annoter sur votre extrait d'acte de naissance qu'il y a une rupture de PACS directement enchaînée sur un mariage.
D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres d'ailleurs en termes de mariage sur l'évolution un petit peu Oui, de alors l'âge j'ai moyen? consulté le site de l'INSEE, c'est vraiment très intéressant. Il y a, sur le site de l'INSEE, il y a des statistiques sur à peu près tout. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen aujourd'hui des mariés en France, hommes et femmes? 28. On irait bien jusqu'à 30, 30 oui, ans, 28 allez, ans. 30. Moi, j'aurais dit 30. quarantaine. Quarantaine pour faire un monde. On a une gagnante, puisque moi aussi j'étais très surpris. En réalité, c'est 38 ans aujourd'hui chez les hommes et 36 chez les femmes. Et mariage, vous dites mariage. Mariage. Alors, non, Bonne attendez, question, c'est très intéressant C'est parce une très bonne que vous avez question. raison. Ouais. Dans les chiffres, forcément, Ah oui. apparaissent les Les remariages. remariages, évidemment. Et donc, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de remariages, les chiffres ont eu tendance effectivement à en tenir compte. Alors, j'ai des chiffres aussi très intéressants. Ici, j'ai regardé pour les femmes qui étaient, par exemple, mariées en 1948, donc fin des années 40, lorsqu'elles ont eu ces femmes-là, lorsqu'elles ont eu 24 ans, donc au début des années 70, elles étaient dans leur tranche d'âge quasiment 3/4 à être mariées à 24 ans, donc 75%. Aujourd'hui, si 40 ans plus tard, on prend les femmes nées en 88, qui au début des années 2010, donc 40 ans plus tard, avaient 24 ans, elles n'étaient plus que 8% à être mariées. 75% quasiment, et 8%. Et je regardais également, une femme en 1980 se mariait à 25 ans, et une femme aujourd'hui se marie donc à 36 ans. Donc 80, c'est pas très loin, et il y a déjà plus de 10 ans d'écart dans l'âge moyen. C'est vrai qu'il faudrait tenir compte des remariages, mais il y en avait déjà en 1980, il y en avait moins. Et oui, quand je disais remariage, parce que nous rencontrons des gens, quand on parlait d'injonction au bonheur tout à l'heure, qui nous demandent un peu s'ils ont le droit. En fait, il y a des solitudes qui se rencontrent dans le deuil. Et du coup, il y a des gens qui sont ensemble et qui se marient parce que, voilà, pour pouvoir continuer un bout de chemin ensemble. Et Bien donc, sûr. c'était pour ça que ça me... Parce qu'on se marie quand même très facilement, et le Pacs, pareil. Donc dans les deux cas, ce ne sont pas des procédures très compliquées finalement. Et on a le droit au Ce qui bonheur. est difficile dans la séparation, en revanche, c'est quand c'est la communauté universelle, je ne sais plus comment vous appelez ça, où l'héritage après pour les enfants ne revient qu'à la mort du deuxième. Et ça, dans les familles, ça fait des difficultés quelquefois. Oui, oui, on fait attention à ça, effectivement. Oui. Et ça, c'est ce que vous évoquez, c'est un cas bien spécifique. Oui. Mais vraiment, j'invite tous les téléspectateurs à aller voir leur notaire pour poser ces questions-là. Et je reviens sur Pacs mariage. Il faut savoir que quand vous êtes pacsé, vous avez par défaut un régime indépendant des patrimoines. Si vous vous mariez directement en mairie, sans vous poser de questions, sans le savoir, vous allez avoir une communauté de biens. C'est-à-dire que si vous avez déjà un patrimoine, si vous avez déjà, j'allais dire, un certain âge, si vous n'avez plus 20 ans, et que vous passez du Pacs au mariage, ça peut vous réserver de mauvaises surprises. Donc il faut vraiment aller voir son notaire pour poser quelques questions très simples, et vous éviterez de mauvaises surprises. Merci beaucoup, Maître Emonet. Erwan Le Gall, on va se tourner vers vous. Je ne sais pas à quel âge on se mariait à l'époque du mégalithique, mais ça devait être un poil plus tôt. Je pense qu'il n'y avait pas de mariage. Je pense qu'il n'y avait pas de mariage. Alors, on va voir avec vous, justement, en tant qu'historien, vous allez nous parler d'un cycle de conférences sur les âges d'or de l'histoire de la Bretagne. Quelle belle idée. Oui, merci. Donc, c'est un cycle de conférences qui est organisé par Bretagne Culture Diversité sur une idée de Skolem Sao, l'école de breton bien connue à Rennes. Ça sera un jeudi par mois à 18h, Maison internationale de la recherche de Rennes, quai Chateaubriand, et c'est gratuit. Plus d'informations sur le site de Bretagne Culture Diversité, avec une démarche générale qui est de reparcourir l'histoire de la Bretagne en se focalisant sur cette idée qui est omniprésente dans l'espace, dont on a un film récemment sur Arte, c'est les âges d'or du transatlantique, cette idée d'âge d'or et qui finalement n'est jamais interrogée pour elle-même. Or, justement, la faiblesse de croire que ça peut l'être. Alors, il y a plein de choses à dire. Est-ce que vous avez découvert de nouveaux éléments sur cette période ? Oui, alors en ce qui concerne le mégalithisme, moi je ne les ai pas découverts, je ne suis pas du tout historien de cette... d'ailleurs même pas l'histoire, c'est la préhistoire. Donc on est quasiment dans une autre discipline, mais il se trouve que c'est un champ qui est en grand bouleversement actuellement, et donc on va avoir un archéologue de dimension internationale qui va nous expliquer tout ça, qui s'appelle Yannick Le Cern. Très clairement, c'est l'adjonction de plusieurs disciplines, donc l'archéologie, mais également la toponymie, la linguistique, et qui nous invite à regarder différemment ce qu'on voit derrière nous, c'est-à-dire ces cairns, ces mégalithes, ces grandes pierres, ces dolmens, ces menhirs. On a longtemps cru que c'était un héritage des Celtes.
Or, la recherche tendrait à faire justement de la péninsule armoricaine le point de départ de la diffusion de cette culture qui a à voir avec la mort d'ailleurs. C'est essentiel de ce point de vue-là. On a parlé en début de l'année 2019 de l'article d'une préhistorienne suédoise, Bettina Schultz-Paulsson, de l'université de Göteborg, qui a justement matérialisé ça. C'est une thèse que défend Yannick Le Serre depuis des années, donc ce sera très intéressant de le voir dans une éthique, nous, qu'on appelle d'histoire publique, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à un public de spécialistes, d'érudits ou d'universitaires. Non, c'est pour le plus grand public. Et Yannick est un vulgarisateur de très grand talent, donc ça va être... Donc il ne faut pas louper cette conférence du 24 octobre, c'est bien ça. On trouve aussi plus d'informations sur le site internet de Bretagne Culture Diversité. Exactement, bcd.bzh, avec notamment un dossier thématique de Yannick Le Serre sur cette question-là. Sachant que, d'une part, on publiera les actes l'année prochaine pour celles et ceux qui ne pourront pas venir, mais l'idée est complexe. Je vous donne juste un élément de réflexion. Encore une fois plus, je n'ai pas de réponse, c'est une question que je pose. Voilà. Évidemment, si on regarde en termes de diffusion, ce que nous dit Yannick et Bettina Schultz-Paulsson, oui, le mégalithisme serait un âge d'or de la Bretagne, parce que ça part de la péninsule armoricaine et ça se diffuse dans toute l'Europe. Mais si on réfléchit, on essaie d'avoir un petit peu un traitement social de cette histoire-là. Qui sont les centaines, peut-être les milliers d'ouvriers qui ont été chargés de redresser ces pierres sur parfois plusieurs kilomètres? Est-ce qu'ils étaient libres? Dans quelle mesure ils étaient plus ou moins contraints? Est-ce que ça s'apparente pas à de l'esclavagisme? On ne peut pas répondre à cette question-là puisqu'on est dans la préhistoire, on n'a pas assez de matériaux documentaires pour l'instant, mais rien que de poser la question, c'est déjà apporter, je pense, des éléments de réponse. L'idée étant pas d'être dans le noir ou le blanc, mais dans la nuance, dans l'esprit critique. Vous parliez d'esprit critique tout à l'heure, on est exactement dans la même démarche. Vous parliez d'injonction au bonheur tout à l'heure. Il y a un historien qui s'appelle François Hartog qui a parlé de règne du présentisme. On ne vit que dans l'instant présent. Par rapport à la mort, c'est extrêmement important. Et c'est bien pour ça que je considère que de faire de l'histoire, c'est un acte social et citoyen indispensable. Merci beaucoup, Erwan. On verra donc ça le jeudi 24 octobre à 18h à la Maison internationale de Rennes. Il ne faut pas louper cette conférence. Merci beaucoup. Brigitte Chevet, vous êtes venue nous présenter votre dernier documentaire, À vous de juger. C'est un inédit, il sera diffusé donc ce soir à 23h sur l'antenne de France 3 Bretagne. On va essayer de comprendre ce qui vous a amené à vous intéresser au juré d'assises. Peut-être qu'on peut d'abord regarder un petit extrait, puis on en parle juste après avec vous. La première des choses que je me suis dites, c'est qu'ils ont eu tort de me convoquer parce qu'un violeur, pour moi, il était clair que je le condamnais déjà dans ma tête. Je n'ai pas vécu ça personnellement, donc je ne peux pas dire que j'ai été particulièrement et personnellement marquée par une histoire pareille, mais... c'est sans doute les idées préconçues que l'on a sur ce genre de geste. Et au fur et à mesure que j'écoutais ce qui se disait par les deux parties, au fur et à mesure que j'observais un peu leur comportement, j'étais de moins en moins sûre de la véracité des faits. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui est... Parfois, le soir, quand on rentre à la maison, qui est un peu difficile, quoi. Quand on a eu une journée de témoignages et où on dit tout et son contraire, entre le début et la fin du témoignage, les gens mentent de manière éhontée alors que on a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et les gens vous mentent droit dans les yeux, quoi. Moi, c'est un truc qui m'a... je crois que c'est une des choses qui m'a le plus choqué. Des témoignages très très forts, Brigitte. Pourquoi vous vous êtes intéressée au juré d'assises, dites-nous? Parce que je trouve que c'est l'expérience démocratique ultime, en fait. Voilà. C'est un moment très particulier dans la vie de tous ceux qui ont eu cette expérience, très fort, très, très perturbant parfois, où on est amené à décider de la vie de quelqu'un d'autre, quand même. C'est pas rien. Une lourde responsabilité. Voilà. Et puis, on est 6 jurés en première instance, 9 en appel. Donc, ça fait une voix sur 6 ou une voix sur 9 à égalité avec les magistrats. Donc, c'est vraiment une responsabilité énorme. Quand on vote pour le président de la République ou pour le maire, c'est pas aussi fort, quoi. Donc, ça peut tous nous concerner. Oui. Rappelez-nous un petit peu, c'est Alors, ça. C'est un tirage au sort sur les listes électorales. Et puis, les conditions, c'est qu'il faut avoir plus de 23 ans.
ne pas être magistrat ou policier, ou ne pas connaître les gens qui sont cités, évidemment, dans les affaires qui vont être jugées. Mais sinon, n'importe qui d'entre nous peut être convoqué du jour au lendemain pour aller au tribunal. Hein. Donc, on est 23 000 par an en France à être convoqués de cette manière. Et c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est une histoire assez perturbante parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire le film. D'accord. Donc vous avez suivi 10 jurés d'assises qui sont tous ressortis, hein, enfin, on l'a vu dans l'extrait, extrêmement bouleversés par cette expérience. Pour quelles raisons c'est aussi perturbant, bouleversant ? Eh ben, ça dépend du vécu de chacun, en fait. Hein, parce que quand on arrive avec ses préjugés. Cette dame qui parlait du viol, qui disait, bon, moi, et finalement, elle a contribué à faire acquitter cette personne qui a été accusée de viol. Et pour elle, ça a été extrêmement perturbant parce qu'elle a raisonné contre elle-même. Voilà. Et ça, c'est l'expérience du doute. Hein, c'est l'expérience d'examiner les faits. Et moi, j'ai trouvé que cette dame avait... effectivement des choses intéressantes à dire sur le sujet et chaque personne a des choses différentes à raconter. Donc j'ai essayé de constituer un panel comme ça de 10 personnes qui avaient des histoires très variées. Alors, vous avez filmé à la cour d'assises de Rennes, au Parlement de Bretagne. Vous vouliez interroger quoi ? Au-delà de ces vécus personnels, au-delà de ces histoires individuelles plus largement, peut-être, le rôle de la justice ? C'est une expérience démocratique, c'est une expérience philosophique aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est la faute ? Qu'est-ce que c'est condamner ? Qu'est-ce que c'est juger ? C'est quelque chose de très profond. Et puis, c'était faire un peu de pédagogie, tout simplement, aussi, pour aider peut-être ceux qui vont être appelés à avoir cette expérience-là, de mieux les préparer, parce que on n'est pas préparé à ça, effectivement. Oui, c'est pas quelque chose qui est très bien connu. La plupart des gens, quand ils arrivent dans une cour d'assises, ils savent pas du tout, ne serait-ce que les mécanismes d'un procès, les mécanismes du tirage au sort. Donc, c'était aussi faire un peu de pédagogie. Moi, mon beau-père avait été juré d'assises, et je sais que voilà, c'était une expérience très très particulière. Donc, c'est tout ça qui m'a un peu animée. Et puis, il se trouve qu'il y a une expérimentation aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la justice qui fait qu'on remet en question les jurés populaires parce que pour des raisons en fait plus d'économie d'autres choses, hein, on diminue fortement, enfin c'est en expérimentation, mais il est prévu de diminuer fortement le rôle de ces jurys populaires. Et ça interroge. Je trouve qu'il faudrait vraiment porter le débat sur la place publique parce que c'est quand même un héritage de la Révolution française, monsieur l'historien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quelque chose de fort de dire que la justice, enfin dans les cas les plus graves, hein, qui sont les crimes, la justice est rendue par le peuple et au nom du peuple, conjointement avec les magistrats. Parce qu'on n'est pas dans le système américain, on est dans le système français où les magistrats siègent avec les gens du peuple. Voilà. Huguette Le Gall, ça juste vous parce que je me posais la question, est-ce que ces personnes-là sont quand même un petit peu accompagnées ? Parce que c'est difficile de faire l'impasse de ces résonances de son histoire, de ses croyances, de choses. Comment prendre, de bien se situer ? Il y a un accompagnement ou on est un peu embarqué comme ça ? C'est un peu à la va comme je te pose, j'ai l'impression, parce que faute de temps et de moyens, on sait que la justice elle-même a des problèmes de moyens. Donc, selon les juridictions, les formations ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des endroits où les gens vont visiter des prisons, des endroits où ils font rien. Mais non, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Après, c'est la qualité humaine, j'ai envie de dire, des magistrats et des greffiers qui fait la différence aussi. Ça, c'est très important. Et les magistrats sont aujourd'hui aussi dans une réflexion par rapport à ça. C'est comment bien accompagner. Docteur Abondeau, vous êtes justement, vous intervenez vous parfois auprès des tribunaux en tant que psychiatre. En tant que psychiatre expert, oui. Je trouve qu'en fait ce que ces personnes disaient, c'est finalement la mise en risque de ses propres croyances, parce que comme je le disais, nous on a tous des référentiels et c'est ça qui nous permet d'interpréter le monde dans lequel on vit, même si ces référentiels sont erronés, mais c'est ça qui fait de nous des êtres quand même relativement équilibrés, parce qu'on a une certaine idée de l'immuabilité finalement du monde tel qu'on le conçoit, et se retrouver aux assises, être confronté à des horreurs, être confronté à des paroles, donc on a nos croyances, nos référentiels qui sont mis en risque, et ça peut être dévastateur par la suite, et ces personnes-là souvent sont laissées
seule après avec ces questionnements. Comment je peux vivre avec ce nouveau moi qui a pu penser ceci alors qu'il était persuadé que c'était pas comme ça que le monde était fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais c'est vrai, mais c'est une réalité en même temps paradoxale, parce que les gens qui vivent ça, certains en ressortent très traumatisés parce qu'ils ont vu par exemple des images qu'ils n'auraient pas voulu voir ou entendu des témoignages très perturbants. Mais la très grande majorité des gens que j'ai interrogés, si c'était à refaire, le referaient avec plaisir. Alors ça, c'est un grand paradoxe. Mais parce que leur voix compte, qu'on leur a demandé leur avis, qu'ils ont appris des choses sur la nature humaine, qu'ils ont été obligés de se positionner par rapport à ça. Et le côté traumatique s'estompe avec le temps. On peut dire qu'il y en a qui peuvent métaboliser. Pardon. Oui, pas de souci. Je crois que c'est un débat qui passionne tout le monde. Il faut voir ce film ce soir. À vous de juger, à 23h sur notre antenne sur France 3 Bretagne. Merci beaucoup, Brigitte. On va retrouver maintenant Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Alors on se retrouve ce matin à la fraîche. Jennifer, comme d'habitude, toi t'es toujours plein de courage. On essaye. T'as pas froid du tout. Moi je me l'écaille un petit peu ce matin, même si on a un super soleil. Alors on vous présente ce petit bonhomme qu'on avait déjà présenté malheureusement. Oui, malheureusement on l'avait présenté l'année dernière. Il était encore tout petit. C'est ça, c'était un petit bonhomme. Et là c'est son deuxième retour d'adoption. Il s'appelle Kurt, c'est ça? Il s'appelle Kurt, oui. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit bonhomme qu'on avait vu. Donc ça s'est mal passé dans la famille dans laquelle il était. Il est tombé sur deux familles du coup qui n'ont pas su lui offrir ce dont il a besoin. Donc il avait du mal à supporter l'absence. Alors c'est pas faute d'avoir pourtant bien prévenu les gens et de leur avoir donné plein de conseils. C'est ça vient pas forcément de sa faute à lui, quoi. C'est pour ça qu'on le représente. Non, il faut surtout apprendre à comprendre pourquoi justement il ne supporte pas la solitude. Donc il y a plein de choses à faire. Et puis là on le sent perdu. On n'a vraiment pas envie qu'il reste longtemps avec nous parce que depuis qu'il est revenu, on le sent un petit peu perdu. C'est un chien très joyeux d'habitude et là c'est ça. En plus, un peu éteint. C'est-à-dire que même si on a un petit peu d'âge et qu'on n'a pas envie d'avoir un chien trop speed, on peut avoir ce petit bonhomme. Alors lui il est dynamique. Il est dynamique quand même. Il est très dynamique. Là il fait un peu son timide mais il est surtout inhibé en fait par son retour, je pense. Ça marche. Donc il faut quand même quelqu'un qui ait un petit peu de punch pour s'en occuper. Voilà, qui va faire plein de belles choses avec lui. Puis surtout qui va savoir le comprendre et puis lui donner beaucoup de présence et beaucoup de tendresse. Alors est-ce qu'il y a des petites astuces justement comme ça quand tu es tout seul à la maison? On avait parlé je crois une fois des petites odeurs, choses comme ça. Ça fonctionne? Il y a plein de choses à faire. Déjà il faut travailler le détachement. C'est important aussi d'apprendre au chien à rester un petit peu à sa place et à pas nous suivre tout le temps partout. Après c'est sûr qu'un autre chien pourrait aussi lui faire du bien parce que c'est un chien qui est très sociable avec ses congénères. Et puis surtout des gens présents. Si lui il a l'habitude d'être calme, lui il sera calme aussi quoi. Alors oui, bien sûr, parce qu'ils font du mimétisme. Maintenant, ça ne se fera pas non plus comme ça en un jour, mais avec des activités, un copain et beaucoup d'amour, tout est possible, ça c'est sûr. Donc Kurt, ce serait mieux que tu montes ta petite tête. En plus, regardez ça, s'il est pas sage ce chien. Il avait 2 ans, c'est ça qu'on a dit? Il a 1 an. 1 an, il est tout jeune. Ce petit bonhomme, il a encore plein de trucs à apprendre. C'est pour ça qu'il faut juste le comprendre. C'est encore un gros bébé. Super. Eh bien écoutez, Kurt, il est là, ici au refuge SPA à Rennes. Et puis nous, on vous souhaite un bon appétit et on se dit à demain. Allez, salut tout le monde. Lui donner enfin sa chance. Allez, petite chance pour Bram. Merci beaucoup, Billy. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain à 10h45. Nous nous intéresserons à la qualité de l'air, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. On verra ça demain. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne consacrée à l'aventure du zéro déchet. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Kenavo, à demain.